à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons parler un petit peu de neurologie. Alors il s'agira de présenter le module de neurologie pour le cycle clinique. C'est un module qui sera abordé en 4e année, donc cette vidéo est destinée principalement aux étudiants de la 4e année de médecine. Et donc là on va parler un petit peu du module en général. Je vais essayer de donner des conseils pour chaque cours d'une manière assez spécifique et en profiter au passage pour la présentation d'un petit ouvrage que nous avons réalisé en neurologie qui s'intitule La synapse clinique. Bon, je vous préviens dès le départ, ça sera une vidéo un peu spontanée parce que la rentrée s'approche et que je n'aurai pas forcément le temps de la faire après, et même maintenant je suis un peu serrée par le temps, donc voilà, on va juste papoter entre nous, d'accord? Donc pour commencer, première des choses que vous devez comprendre sur la neurologie et que vous devez savoir, c'est que ça sera le module de la 4e année qui va reposer le plus, mais vraiment le plus, sur les notions qui ont été préalablement acquises en 3e année. Donc pour les personnes qui ont bien fait leur unité portant sur la neurologie, ils vont aborder quand même ce module d'une manière plutôt à l'aise, contrairement aux autres personnes qui devront travailler davantage, d'accord? C'est pas, même si vous n'avez pas bien travaillé, ça va pas être une calamité. Si vous n'avez pas une bonne base, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez très bien travailler et en fait, ce qui va reposer essentiellement sur les notions de l'année passée, c'est beaucoup plus la clinique. Parce que là, je vous explique. En 3e année, c'est vrai que vous avez des cours, vous avez d'une manière schématique, vous avez tout ce qui est troubles moteurs, troubles sensitifs, et voilà, c'est ça. Et ensuite, d'autres syndromes, éventuellement. Alors là, ce que vous allez faire en neurologie clinique, enfin, je vous dis neurologie clinique, mais vous allez avoir des cours de neuro-chir clinique et neuro-chir. En disant clinique, c'est vraiment par rapport à l'aspect clinique dans votre formation. Vous avez 3 ans de pré-clinique, ensuite 3 ans de clinique. Mais il faut savoir que vous allez avoir des cours à la fois de la clinique, mais également de la chirurgie. D'ailleurs, dans notre livre, elles sont séparées en 2 parties. Ces cours, ils sont séparés en 2 parties. Ok, donc, je disais en clinique, arrivé en clinique, les cours vont se présenter de cette manière, d'une manière plutôt schématique, c'est même schéma que nous allons respecter dans tous les cours. Nous commençons d'abord par la définition, ensuite la clinique, juste après le diagnostic, qui va reposer sur la clinique, mais également sur les éléments paracliniques. C'est-à-dire quels sont les éléments qui vont permettre de faire le diagnostic d'une telle maladie en particulier. Et juste après, le traitement qui peut être médical, chirurgical, parfois radiologique, radio-interventionnel, et parfois les 3. Donc vous comprenez que là, vous n'avez plus des syndromes comme ça, neurologiques en général, vous avez des pathologies, et chaque pathologie, vous allez l'aborder d'une manière séparée. Et en fait, les éléments de la 3e année qui vont intervenir vont surtout se manifester au niveau clinique, d'accord? Donc c'est dans la clinique que vous allez ressentir le plus de besoin de revenir vers des notions préalablement acquises. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, il faut savoir qu'en neurologie, alors ça a une histoire cette neurologie en clinique, parce qu'il fut un temps où les QCM de ce module se répétaient mais à la lettre. Et ça ne remonte pas plus de 2 ans. Ok, donc ils reprenaient les responsables de module, voilà, pour faire leur sujet. Ils faisaient des copier-coller des QCM de neuro qui sont super simples, très simples, qui n'ont rien à voir avec votre formation. Même une personne qui n'a littéralement rien, mais de rien étudier en neuro peut très bien y répondre. Et pour les personnes qui ont étudié, il ne faut surtout pas faire cette faute bête d'aller sans faire les QCM, parce que voilà, c'est super important. Sauf que ça fait 2 ans, oui, ça a commencé dans ma promo, et il y a eu une nouveau responsable qui, encore une fois, va faire des QCM super faciles, mais qui parfois ne se répètent pas.
Parfois, ils reposent sur certains éléments qui sont dans les cours, parfois sur des éléments qui ne sont même pas dans le cours, parfois sur des éléments d'explication. En fait, c'est des QCM parachutés. Bon, j'aime pas dire ça, mais ouais, ils sont un peu imprévisibles, mais qui restent super simples. Donc, pour vous aider dans votre révision de neuro, alors dans ce livre, nous avons intégré des notes de QCM. Alors, bon, c'est vrai que je vous ai dit que les QCM ne se répètent pas, mais ce que je voulais dire, c'est surtout qu'ils ne se répètent pas à 100%. Donc, vous n'allez pas avoir un sujet à 100% répété, mais ils vont continuer à se répéter. Il y a toujours des éléments de répétition. Et effectivement, pour vous faciliter la tâche, nous avons intégré des notes de QCM qui seront vos alliés précieux la veille de l'examen. J'insisterai cependant sur un petit point, c'est que les QCM de l'année passée, nous ne les avons pas intégrés dans leur intégralité. Et donc je vous conseille quand même de jeter un petit coup d'œil sur les EMD de l'année passée. Vous allez voir, c'est les mêmes idées, les mêmes leçons qui se répètent. Si vous trouvez éventuellement une ou deux petites remarques en plus, nous vous encourageons à les rajouter manuellement dans le livre pour votre propre révision et à éventuellement nous les communiquer parce qu'on a laissé nos coordonnées à l'intérieur du livre. Voilà, pour avoir un ouvrage plutôt complet. Donc les notes de QCM, c'est vraiment votre allié précieux pour l'examen de neurologie. Mais le plus important pour votre formation, c'est bien entendu les cours. Eh bien, pour les cours de neurologie, il faut savoir que depuis ma promo, pratiquement, il n'y a plus de support qui répondent aux besoins de l'étudiant, tout simplement parce que les cours ont bien changé depuis. Voilà. Et ils ont été pendant des générations et des générations les mêmes, et là, ils ont décidé de révolutionner ça, de changer les cours de neuro, et bien effectivement, ça a changé, et je me rappelle... Alors pendant ces 2 dernières années, nous avons un petit peu galéré avec la neuro, tout simplement parce que comme les supports des diapos de profs sont quand même un peu désorganisés, parfois ils contiennent des détails pas intéressants, parfois ils manquent en détails, parfois il y a des parties qui sont pas très claires, parfois floues. Donc on se retrouvait dans l'obligation d'aller chercher ailleurs, dans des sources françaises notamment, qui étaient quand même assez bien faites, mais qui ne contenaient pas forcément des éléments que l'on retrouvait à l'examen. Et donc après avoir compris le cours et l'avoir étudié de sources fiables et complètes et intéressantes, on se retrouvait à chercher une troisième source par laquelle on devait répondre au QCM. Et c'est littéralement comme ça qu'on travaillait. Eh bien, on a décidé de changer ça. Et nous avons réalisé ce petit livre qui se fonde essentiellement sur les diapos, que nous avons complété par d'autres sources françaises, essentiellement de référence, et que nous avons comme ça injecté dans des parties floues qui n'étaient pas claires du cours. Mais notons cependant que pour certains cours, on s'est limité aux diapos du prof. Et là, je pense notamment aux neuropathies, ainsi que d'autres cours. Celui qui me vient à l'esprit, c'est les malformations de la chaîne occipito-vertébrale, qui était franchement assez bien fait, qui contenait les éléments suffisants pour la compréhension du cours, mais c'est également pour répondre au QCM. Donc voilà, on s'est quand même limité au diapo du prof pour certains cours. Mais pour la plupart du reste, c'était complété. C'était bien... Voilà, c'était travaillé, taffé à partir de différentes sources. La grande particularité, et franchement ce que j'aime dans ce livre, c'est que nous avons intégré ce qu'on appelle des questions. Des questions après chaque cours. Et c'est en fait le genre de questions que vous voudriez qu'une personne vous pose pour voir si vous avez compris et retenu le cours. Donc vous allez apprendre le cours d'une manière plus ludique et d'une manière plus active, surtout pour ce qui va faciliter et ancrer l'information davantage dans vos cerveaux. Et nous avons également rajouté pour les petits curieux sérieux, qui travaillent pendant le module, non pas la veille, et qui veulent toujours aller plus loin quant aux informations qu'on leur propose et qu'on leur donne. Nous avons mis ce qu'on appelle un coin pour aller plus loin ou pour approfondir. Et en gros, c'est vraiment une petite information comme ça pour vous encourager à faire des recherches sur ce point. Il s'agit soit de vidéos, par exemple, pour certaines interventions,
soit des extraits de recherche d'une question posée, soit par exemple dans le Parkinson, c'était franchement 2 petites questions, mais c'était 2 petites questions qu'on aime poser en pratique, surtout les médecins et les spécialistes en neuro qui sont spécialisés dans tout ce qui est extra-pyramidal. Et bien, ils aiment poser ces petites questions qui ne sont pas du niveau d'externe, mais qui reflètent en quelque sorte un petit peu un esprit futé qui aime bien faire ses recherches. Voilà. Bon, ça c'est pour parler du livre. Maintenant, nous allons en fait parler de chaque cours individuellement dans le livre et vous donner des détails, des conseils sur chaque cours. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. En principe, non. Bon, pour commencer, bon là, vous voyez ce livre. Là, vous le voyez avec un ressort, mais il sera très bien, il sera disponible dans... Comment on appelle ça? Vous avez compris, en format livre collé. Donc ça, c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez le trouver sous différents formats. Bon, pour la préface, ne ratez pas la préface. En fait, on a mis 2 petits QR codes. Le premier, c'est en fait une checklist de l'examen neurologique qui vous sera utile en pratique parce que vous allez être amené à faire des observations. Et là, au lieu de rédiger, d'aller chercher des observations types, essayer de les modéliser en fonction des demandes du service, etc. Eh bien, nous en avons réalisé une qui est toute prête, en format PDF, que vous pouvez scanner facilement parce que quand vous êtes en pratique, généralement on travaille avec le téléphone. Et nous avons également intégré un exemple d'observation qui a été faite par Sophia et qui était en fait la meilleure observation quand on était à Ben Aknoun, parce qu'on a fait notre stage à Ben Aknoun. C'était parmi les meilleurs terrains pendant ma rotation, mais ce ne sera pas forcément le cas pour les futurs, d'accord? Et bon, elle était meilleure observation parce qu'elle a été bien faite, et surtout parce que, enfin pas surtout, mais l'une des raisons pour laquelle elle a été préférée par notre maître de stage, parce que le patient sur lequel elle avait fait cette observation, il avait une maladie de Parkinson. Et il se trouve que notre maître de stage à l'époque, elle était spécialisée dans tout ce qui est troubles extra-pyramidal, donc dans toutes les maladies de Parkinson d'une manière autrement dit, voilà. Et elle a aimé ce qu'elle a fait parce qu'elle a trouvé que c'était quand même assez détaillé, etc. Mais je vous préviens, d'après notre maître de stage, ça c'est vraiment son observation, elle a été du niveau d'un résident. Donc vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Ça c'était vraiment un exemple pour vous. Bon, comme vous voyez, notre sommaire ici, on a séparé en neurologie clinique et neurochir. Avant la neurologie clinique et la neurochir, il y a 2 cours officiels du programme qui sont l'anatomie et les syndromes topographiques. Alors, bismillah. Regardez-moi le cours d'anatomie, il est interminable. Ok ? Le cours d'anatomie, tout simplement interminable. D'où mon conseil. Je vais vous dire que ça m'a pris une éternité pour le travailler. Bon, on a essayé vraiment de le réorganiser d'une manière à faciliter son apprentissage, etc. Mais mon conseil, franchement mon conseil pour ce cours, c'est d'aller directement en notes de QCM. Vous allez me dire, moi, attends, je suis super sérieuse, je peux pas prendre des notes de QCM, machin, je travaille avec les cours. Effectivement, c'est mon cas aussi, crois-moi. Mais franchement, pour ce cours, les notes de QCM seront votre allié. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les éléments qui sont présents dans le cours, on les retrouve pas dans les QCM. Les éléments du QCM, on les trouve pas dans le cours. C'est des QCM qui ont tendance à se répéter et qui pourtant ne répondent pas, ne sont pas présents dans le cours. Donc en fait, la meilleure manière pour moi, franchement, c'est mon conseil pour l'étudier, c'est d'aller trouver des sources qui vont aborder l'anatomie de la neuro en général. Regardez effectivement le cours, le lire, etc. Surtout avec notre code couleur, ça va vraiment vous faciliter le travail. Et puis, vraiment éviter d'apprendre les détails là que l'on pourrait suspecter comme étant des détails de QCM. Donc vraiment, je préfère que vous commencez par les notes de QCM, ensuite éventuellement passer au cours, ou alors pendant que vous êtes en train de faire les notes de QCM, passez dans la partie du cours qui porte sur ce point, qui porte sur ce détail,
et la lire, voilà. Mais sinon, vraiment apprendre les notes de QCM. D'ailleurs, c'est des notes qui ont été organisées en cours, et c'est les notes, je pense, les plus longues. Regardez, ça prend je sais pas combien de pages. C'est les notes de QCM vraiment les plus longues du livre, littéralement, et c'est l'un des cours sur lesquels il y a énormément de QCM. Vraiment, je crois une centaine ou plus, je crois 200 et quelques, je sais plus. Mais voilà. Donc, oui, donc c'est ça. C'est mon petit mot sur ce cours. Et bien entendu, vous pouvez... je vous conseille pour ce cours de consulter des vidéos vraiment récapitulatives pour permettre une vision globale de l'anatomie. Si vous me demandez est-ce que ce cours d'anatomie il est essentiel pour aborder le reste des modules, je vous dis non, parce qu'à chaque... attendez, pour le reste des cours, pas du module. Enfin bref, vous avez compris. Pour le reste des cours, je vous dirais non, parce qu'à chaque début de cours, vous avez un rappel anatomique. Donc non, ça c'est... Enfin, parce que le faire d'une manière séparée, c'est vraiment pour vous rappeler de la neuroanatomie en général, qui est quand même assez importante, et répondre aux QCM, parce qu'il y a des QCM sur ce cours. Nous arrivons au syndrome topographique, #infini numéro 2. Là aussi, c'est super long. Je vous conseille là encore de passer au... Alors, nous avons intégré déjà ici des schémas récapitulatifs plutôt intéressants. Il y a un tableau récapitulatif qui vous sera très très utile en pratique. Donc on conseille de le consulter. Il y a également des notes de QCM qui vous seront utiles. Mais franchement, la manière de faire ce cours, la manière avec laquelle on vous conseille de le faire, c'est de le faire progressivement au fur et à mesure que vous avancez dans les cours. Tout simplement parce que ça va être plus productif ainsi. Par exemple, vous abordez le cours de maladie de Parkinson, vous allez voir les syndromes, à quoi ressemble un syndrome extra-pyramidal, sachant que même dans la clinique, vous allez trouver. Donc faites les cours en parallèle. Vous arrivez à hémorragie méningée, vous allez voir le syndrome méningé. Hypertension intracrânienne, syndrome d'hypertension intracrânienne. AVC, vous allez voir les troubles... oh my god, les syndromes... comment on appelle ça, les syndromes hémisphériques, voilà. Etc. Ok, donc vous allez les faire en parallèle. Là, on arrive à la maladie de Parkinson. Bon, la maladie de Parkinson, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. C'est un cours sur lequel il va vraiment falloir se concentrer sur la clinique. C'est également un cours qui peut fréquemment tomber dans les écoles. Les éléments tombables à l'examen, ils ont été mis en relief dans le QCM et tout a été organisé pour répondre à vos besoins académiques, pratiques, mais également au QCM. Je décrirais ce cours comme étant plutôt important, bien que parfois, je pense dans ces dernières années, il y a eu des EMD où il y a eu, je pense, 0 question là-dessus. D'accord ? Mais enfin, tous les cours sont importants, ne raisonnez pas comme ça. C'était juste pour vous donner un aperçu là-dessus. Maladie d'Alzheimer. Alors, ah oui, j'ai oublié de dire qu'en fait, ce cours, notre livre a été organisé en code couleur. Donc, vous voyez tout ce qui est maladie neurodégénérative. Là, la maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, ils sont en bleu, avec ce bleu. Je sais pas, je crois bleu turquoise. Non, je sais pas. C'est un bleu, vous avez compris. Ok, donc on a des codes couleurs. Alors le plus important pour la maladie d'Alzheimer, c'est surtout tout ce qui a été mis en gras dans le cours, mais ils aiment bien se focaliser sur les facteurs de risque, enfin toute la partie introduction avec les définitions, la physiopathe, les facteurs de risque, etc. C'est des éléments qui reviennent assez souvent. On a mis un petit algorithme qui, ça tombe fréquemment en QCM. Mais voilà, rien de particulier. Il faut juste le faire, le comprendre. Je pense, contrairement à la maladie de Parkinson, vous n'avez pas trop d'a priori sur celui-là. La CEP, c'est aussi une maladie neurodégénérative à faire dans son entièreté avec l'introduction, la clinique, il faut se focaliser sur tout. Ensuite, il y a la partie de traitement, du traitement qui...
il y a des éléments du traitement qui se répètent tout le temps dans les QCM. Mais apprendre le traitement comme ça en détail, franchement, ça ne relève pas de notre niveau. Par contre, si vous faites de la pratique, vous assistez aux consultations, je vous conseille d'emmener ce livre avec vous parce que c'est des éléments qu'on voit en pratique. D'accord? Voilà. Alors, pour les maladies des motoneurones, c'est un cours pour un médecin généraliste qui est important parce que c'est un domaine de recherche actuellement. Il y a beaucoup de recherches qui se font dans ce sens. Il faut savoir que c'est parmi les maladies, les rares maladies en neurologie pour lesquelles il n'y a aucun traitement. Littéralement aucun traitement. En fait, il n'y a aucun traitement curatif. Bien que certains traitements symptomatiques ou des traitements qui ont pour but de retarder la maladie existent, mais pour un traitement curatif définitif, et bien malheureusement, ça n'existe pas. C'est la maladie qui a mis à genoux les médecins, et les neurologues plus particulièrement. J'espère que dans les années à suivre, il y aura du nouveau. Donc le plus important à retenir, il me semble, dans ce cours, et même c'est effectivement ce qui revient dans les examens, c'est de différencier la SLA, ou la sclérose latérale amyotrophique, de l'ASP, qui est l'amyotrophie spinale progressive. On va les différencier bien entendu sur tous les termes, sur tous les plans plutôt, à commencer par l'âge de début, les manifestations cliniques, l'influence de la génétique. Donc c'est bien de différencier entre elles, et même les formes cliniques aussi, les retenir d'une manière globale. Il me semble que c'est ça. Ensuite, ensuite on a les ataxies cérébelleuses. Alors, pour les ataxies cérébelleuses, en fait, il y aura des ataxies qui sont plus importantes à retenir que d'autres et que nous avons mentionnées ici. Il y a les formes qui sont plus tombables que d'autres, à commencer par l'ataxie de Friedreich. Voilà, je pense que j'ai tout ce que j'ai à dire sur ce cours. Après, pour parler de syndrome cérébelleux, avec plus de détails, en fait il y est dans le cours, le syndrome cérébelleux, et on en parle. Oupsie. Donc je disais, il y est effectivement dans le cours le syndrome cérébelleux, et on en parle, mais en tout cas dans le service ou dans lequel j'étais, c'est pendant ma promo, on avait eu un TD réservé sur ce syndrome, et même dans d'autres terrains il me semble. Donc il y a quand même un TD qui est fait sur tout ce qui est syndrome cérébelleux. Et là les ataxies, c'est vraiment des maladies héréditaires qui vont se manifester par un syndrome cérébelleux. Ok. Les neuropathies héréditaires, c'est Sana qui a fait le cours et elle a préparé pas mal de questions là-dessus. Pas mal de questions. C'est un cours, il me semble, à apprendre quand même bien comme il faut, parce qu'on n'a pas rajouté d'autres sources. Mais vous allez voir que les éléments... il s'agira jamais d'apprendre tout le cours en détail. Donc il y a quand même certains éléments plus tombables que d'autres. Mais ça reste un cours assez important. À commencer par le Guillain-Barré, que vous allez avoir en TD également. Donc, pour moi, c'est un cours important. Tout ce qui est neuropathie en général. Les polyradiculonéphrites, ça fait toujours partie du cours. Et là, on les a vraiment bien séparés, les neuropathies. Chacun dans un tableau, dans une partie qui lui est réservée. Bien, ok. Aussi, ça c'est des questions. Il y a beaucoup de questions sur ce cours et beaucoup de notes de QCM également. Les syndromes myasthéniques. C'est un cours assez facile, syndrome myasthénique. Je vois pas ce qu'on peut enlever. C'est également quelque chose qui revient souvent dans les Écosses. Ok. On a, alors ici, on a les myosites, les myopathies inflammatoires. Alors ça, c'est un cours, il me semble, qu'avant notre promo, il n'existait pas forcément dans les QCM. Et là, depuis notre promo, il est vraiment présent.
et parfois avec vraiment des détails de la clinique, etc. Donc je vous conseille quand même de bien le faire. Ok, surtout qu'il est bien organisé, bien fait. Il n'y a pas de raison pour ne pas le faire. Les DMP. Alors là, il faut bien retenir le syndrome myogène. Syndrome myogène à apprendre par cœur. D'ailleurs, je vous renvoie vers le tableau qui a été fait à la fin des syndromes topographiques. Ne le ratez pas parce qu'il y a une différence. La différence entre syndrome neurogène périphérique et syndrome myogène, c'est un tableau vraiment complet. Ok. Sinon pour ce cours, c'est vraiment Duchenne versus Becker dans les QCM. Ok. Il faut bien faire la différence entre Duchenne et Becker. La myopathie de Duchenne, myopathie de Becker. Les AVC, alors là j'ai même pas envie de faire de remarques là-dessus. C'est un cours qui est super, méga, hyper important pour la pratique. Genre c'est la base de la neuro. Donc c'est vraiment un cours à faire en détail. Après pour les QCM, franchement écoutez, je sais plus quoi dire. Alors nous je me rappelle dans mon examen, on a eu 0 question là-dessus. Est-ce que vous vous rendez compte? 0 question sur les AVC qui est littéralement le cours de neuro le plus important. Donc vous comprenez que pendant que vous allez faire vos cours, l'examen ça va pas être votre principale motivation, ça c'est clair. Après, même si on n'en a pas eu, ça veut pas dire qu'il n'existe pas de QCM là-dessus. Hein. Donc c'est très promo dépendant. Donc faites vos cours comme il se doit, que ce soit pour votre pratique ou pour l'examen. L'épilepsie, c'est également un cours qui est quand même assez important, qui contient de nombreux éléments, de nombreux détails en fait, surtout en termes de molécules, etc. Et qui va revenir également dans d'autres modules, je pense notamment à la pédiatrie. Et ces molécules-là anti-épileptiques, pour certaines d'entre elles, même pour la plupart, c'est des psychotropes que vous allez voir en psychiatrie. Et même en pratique, c'est quoi? C'est quand même un motif de consultation assez fréquent. Il y a des consultations spécialisées uniquement pour l'épilepsie. C'est quelque chose que vous pouvez très bien rencontrer dans votre pratique. Donc ça reste un cours assez important à mon avis. Et pourtant qui ne vient pas dans les QCM avec beaucoup de détails. Ok, pas beaucoup de détails pour ce cours dans les QCM, mais c'est vraiment très important à mon avis. Coma, bien sûr. Coma, il y a pas mal de choses que vous aviez déjà vues l'année passée, l'année précédente, en 3e année. Donc je pense que ça va être un cours plutôt facile. Vous allez par contre revoir pas mal de notions dans les syndromes topographiques. Là je pense notamment au syndrome hémisphérique. Et puis c'est également un TD qui est fait dans la plupart des terrains et qui revient fréquemment dans les Écosses. Donc ça va faire dans 2 ans, cours et Écosse. Et il a été complété par pas mal d'éléments, ce cours, c'est à partir de plusieurs sources pour répondre à vos besoins, sachant que les gens qui vont choisir des terrains de neurochir, de chirurgie, ils vont beaucoup s'appuyer sur l'imagerie, d'accord? Donc là on a essayé d'en intégrer un petit peu, mais c'est bien de vous référer également à vos TD parce que généralement ils aiment mettre dans l'Écosse les éléments de TD sur lesquels ils se sont appuyés. Et là je parle vraiment de la neurochir et de l'AVC. En neurochir, les AVC, ils aiment, surtout pour les AVC, on aime beaucoup l'imagerie, du scanner notamment. Pour les céphalées, alors les céphalées c'est un cours à apprendre par cœur. D'ailleurs même dans le cours j'ai mentionné. Pour les céphalées on s'est vraiment appuyé sur le support officiel qui est plutôt franchement assez complet, bien fait. Sauf s'il a changé cette année, je sais pas. En tout cas c'est apprendre par cœur dans tous les détails. Vous l'avez déjà un a priori sur les céphalées. Vous savez que c'est un cours de sémiologie. Il y a beaucoup de sémiologie. Il n'y a pas trop d'astuces à apprendre là-dessus. On a essayé d'intégrer quelques petits moyens mnémotechniques.
Mais voilà, la conclusion, c'est apprenez-le, c'est tout. On a mis un code couleur en séparant les différentes céphalées. On a aussi, même si finalement les QCM c'est quoi? C'est le cours. C'est le cours qui va se retrouver dans les QCM. On a quand même mis des notes de QCM pour appuyer sur le fait que certains éléments reviennent très fréquemment. Donc voilà, notes de QCM. Les infections du système nerveux, c'est un cours très facile. Et il y a des infections qui se répètent beaucoup. Bien entendu la tuberculose par laquelle vous allez passer dans tous les modules. Et ouais, je dirais que c'est un cours facile. Et plutôt simple. Et ils aiment se concentrer sur les abcès, les empièments, les QCM. Voilà. L'hypertension intracrânienne, c'est un cours important. Je suis désolée si à chaque fois que je tourne un peu, je dis que c'est un cours important parce que, écoutez, c'est le cas. C'est un cours important. Normalement, c'est un cours de neurochirurgie. Et alors, j'ai envie de faire une petite remarque sur ce cours. L'hypertension intracrânienne. Dans l'hypertension intracrânienne, ok, donc je disais que ce cours, je me rappelle, ce cours il contient quand même pas mal d'éléments qui sont importants, surtout pour la population pédiatrique. Ensuite, c'est quelque chose qui revient quand même en urgence de neuro, mais surtout de neurochir. En neurochir, il y a beaucoup de cas d'hypertension intracrânienne. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai assisté au cours, alors c'est un cours qui contient quand même pas mal d'éléments qu'on a envie de retenir, que ce soit en termes de clinique, de paraclinique, de traitement. Il y a pas mal de choses à retenir sur le traitement là-dessus. Et bien, je me rappelle, le prof il nous avait donné une information qui était la suivante. Il nous avait dit, pour la clinique, alors vous savez, soit vous le savez déjà, soit vous allez le faire. Il me semble quelque chose qu'on avait déjà vu en 3e année. Dans le syndrome d'hypertension intracrânienne, nous avons une paralysie de l'abducens, qui est le nerf crânien numéro 6. Et il nous a dit pourquoi. Et la plupart, on avait eu cette idée reçue comme quoi c'est dû à la longueur de l'abducens, c'est dû peut-être à sa position, machin et tout. Finalement, la réponse c'est qu'il passe par le canal de Dorello, et donc qui est un canal anatomique là au niveau du temporal, et que finalement, à cause de sa position dans ce canal de Dorello, il sera plus susceptible à subir des forces de compression, et il va se manifester par sa compression, et il va donner le regard caractéristique dans l'hypertension intracrânienne. Donc, dans tout ce cours, avec tous ces détails, c'était le QCM que nous avons. C'est tout. Voilà. En toute simplicité. Donc vous voyez toujours cette contradiction, cours super compliqué, pas super compliqué, mais beaucoup plus compliqué que les QCM. D'accord? Donc ne vous laissez pas méprendre par les QCM. Généralement ils se focalisent sur des choses quand même franchement assez simples. Et ils nous avaient donné, il me semble, une question sur le traitement. Bon, ok, encore une fois, c'est variable. C'est variable d'année en année, c'est variable de promo en promo. Mais là, pour vous donner un petit peu un a priori sur le mode de fonctionnement et de raisonnement des profs. Voilà. Là, on a mis un petit cas clinique de récapitulation pour tester vos connaissances. Et bien entendu, des notes de QCM qui sont quand même relativement importantes. Alors, on a aussi l'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie, ça va dans le même sens que l'hypertension intracrânienne. Alors si j'ai un mot à dire là-dessus, sur ce cours, c'est que n'oubliez pas la triade de Hakimi-Adams, ou Hakimi-Adams comme certains l'appellent, qui est franchement très fréquente en pratique, d'accord? Dès qu'une personne vient avec la triade caractéristique, trouble de la marche, c'est-à-dire marche à petits pas, des troubles sphinctériens et des troubles de mémoire, ça doit systématiquement vous faire penser à une hydrocéphalie chronique. D'accord? Normalement c'est ça, hein. Je me trompe pas de cours. Oui, c'est ça. Et oui, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez voir dans d'autres modules. Pas dans d'autres modules, mais plutôt dans votre pratique quotidienne. Ça doit pas vous échapper.
ici on a mis un truc, oui, notre de QCM machin. L'hémorragie ménagée. L'hémorragie ménagée, alors on a fait un cours qui permet vraiment la compréhension. En fait, quand vous allez voir le cours de la prof, c'est un long texte, c'est un PDF, que de la rédaction dans le PDF, ce qui est pas mal. Et là, on a vraiment rassemblé en fiches synthétiques pour permettre sa compréhension et faciliter son assimilation. Et sur ce cours, le plus important, c'est la clinique. Il faut bien retenir la clinique. Alors, la clinique, c'est pas là, hein, mais c'est pas grave. Donc, il faut bien retenir la clinique qui revient en détail en MPG là-dessus. Il va falloir également vous concentrer sur l'anévrisme et son traitement. L'anévrisme qui est finalement l'étiologie la plus fréquente d'hémorragie ménagée. Aussi, il me semble que ceux qui vont être en neurochir, ils vont vous parler beaucoup d'imagerie. On ne s'est pas forcément concentré là-dessus dans le livre, ok? Voilà, avec un petit cas clinique pour récapituler. Donc finalement c'est ça, retenez clinique. Oui, clinique et traitement. Le traitement est très important. Et de toute façon il y a tout dans les notes de QCM. Les tumeurs cérébrales. Alors ce cours, nous l'avons organisé pour qu'il réponde aux besoins. J'ai l'impression de répéter la même chose dans tous les cours, mais croyez-moi, je vous assure, à chaque cours, je dis vraiment ce que je pense de lui. Hein. Mais vraiment, les tumeurs cérébrales, déjà vous allez voir, les tumeurs en neuro sont différentes des autres tumeurs du corps où on va se focaliser sur la classification TNM et tout. Là, on va beaucoup plus se concentrer sur l'histologie. C'est la classification histologique et qui est en constante évolution. Elle est faite, on a une organisation internationale de l'OMS. Et puis là, regardez ce qu'on a essayé de faire. Vous voyez déjà des algorithmes. Ces algorithmes, ils sont faits, on les a fait par nous-mêmes pour permettre la compréhension et la hiérarchisation de ces tumeurs dans vos têtes. Parce que dans la plupart des cours, on va les prendre, on va vous les balancer. Allez, tiens, gliome c'est ça, méduloblastome, tiens, retiens, machin et tout. Et donc là, il manquait vraiment d'hiérarchisation pour avoir une vision globale. D'accord ? Et c'est effectivement ce que nous avons essayé de faire ici avec des codes couleurs. Et on a en fait essayé de trouver un juste milieu entre le manque de détails de certains cours et l'excès de détails d'autres sources, vous comprenez. Donc on a essayé de trouver un équilibre et nous avons également mis en relief les éléments qui reviennent souvent dans les QCM. Je pense que c'est ça. Je pense que la difficulté majeure à laquelle on faisait face dans ce cours, c'était son manque d'hiérarchisation. Voilà. Un petit cas clinique pour tester ses connaissances. Bon, pour les cours restants, c'est les traumas. Là encore, j'ai pas grand chose à dire. Il y a la clinique qui est importante. Encore une fois, pour ceux qui sont en neurochir, je pense que c'est un cours où il y a quand même de l'imagerie. Je parle surtout des traumas là, du premier cours. C'est les traumas cervicaux. Parce qu'il y a les traumas du racisme. Et là, il s'intitule exactement, voilà, les traumas crânio-encéphaliques. Il y a aussi des traumas du rachis à apprendre également. Il y a même parfois quelques notions quelques remarques du prof qui reviennent. Il peut vous demander de vous concentrer sur un élément ou un autre. Mais généralement, c'est des QCM qui se répètent. Après, bon, ça reste des cours qui sont... c'est cours d'urgence. Les polytraumatisés, on les voit surtout aux urgences. C'est-à-dire aux urgences médicales, pas forcément neurologiques. Voilà. Ensuite, on a la compression médulaire. Compression médulaire, c'est à la fois un TD et un cours. Donc, c'est très important de bien maîtriser. Surtout la clinique, elle est à apprendre par cœur. Et
Ouais, donc il y a la clinique, même un petit peu les étiologies et bah, le traitement forcément. Et voilà, et il tombe quand même pas mal de fois au QCM. Les craniosténoses, c'est franchement c'est un cours à apprendre pour les QCM parce qu'on l'oublie quand même, ça s'oublie. Vous devez juste savoir qu'il y a des craniosténoses syndromiques, d'autres qui sont pas syndromiques. On a les craniosténoses pures, simples, et les craniosténoses syndromiques. Et voilà, de toute façon c'est un cours assez simple. Dans les craniosténoses simples, l'oxycéphalie c'est une forme qui est très fréquente en Afrique, donc potentiellement la plus importante à connaître. Mais sinon, voilà, ça a été mis en relief dans les notes de QCM. Les malformations de la chaîne occipito-vertébrale, c'est un support pour lequel on s'est fondé essentiellement, majoritairement sur le support officiel du prof, qui est quand même un support assez complet. On l'a quand même enrichi en imagerie, enfin pas en imagerie, c'est en image. Attention, on est en médecine, on doit avoir une nomenclature bien précise. Donc là, j'ai bien dit image, ok? Voilà. Les dysgraphies, qui est enfin notre dernier cours. Attendez. Ouais, c'est bon. Donc, pour les dysgraphies aussi, il y a des... Alors, les dysgraphies, c'est tout simplement les spina bifida, ok? C'est la définition, on la connaît, je pense, depuis qu'on est en première année, en embryo, quand on parlait de B9, c'est à cause d'un défaut de fermeture du tube neural au cours du premier trimestre, essentiellement par manque en B9. Mais pas que, parce qu'il y a d'autres quand même facteurs de risque, comme la vitamine B12, le 5 ou autres. Mais c'est ça. Et finalement, ce qui revient au QCM, c'est un petit peu les formes cliniques. C'est un peu les formes cliniques, notamment la myéloméningocèle qui est franchement la plus importante à connaître. De loin, la plupart des QCM portent là-dessus. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question, c'est fini. Voilà, en dernier mot, je dirais que c'est un module duquel vous devez profiter au maximum parce que franchement la neuro ça se revoit pas dans d'autres modules. D'accord? Contrairement à, je sais pas moi, à la cardio, la pneumo, etc. que vous pouvez éventuellement rencontrer plus tard dans les autres modules que vous allez étudier, mais la neuro, franchement pas beaucoup. Votre examen neurologique, vous devez absolument bien le faire parce que vous n'aurez pas l'occasion de bien le faire une autre fois. Donc ça c'est très important à garder en tête. Vous devez profiter au maximum de votre stage pratique pour voir les cas qui se présentent à vous, que ce soit en consulte ou ceux qui sont présents dans le service. Faites des examens neurologiques autant que possible. Et un dernier mot sur les écosses. Les écosses ils sont très indépendants. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait l'Écosse vous allez avoir 4 stations. La première station, vous allez devoir faire un interrogatoire sur une pathologie donnée. La deuxième, c'est l'examen clinique d'une autre pathologie, ou parfois la même, hein, ça dépend. Troisièmement, on va vous demander les examens paracliniques. Et la quatrième des choses, le traitement. Vous voyez que ça correspond un petit peu au schéma des cours que vous allez étudier. Il n'y a pas un support comme ça complet qui va vous aider, qui va vous aider comme ça directement aux écosses. Parce que finalement, les écosses, on n'attend pas le détail, on attend les points généraux. Et c'est des points généraux que vous avez certainement vus en pratique. C'est généralement des points sur lesquels on appuie dessus pendant les TD. Vous allez voir d'un terrain à un autre, on n'appuie pas forcément sur la même chose. Il y aura donc l'examen pratique il va porter sur les TD. Parfois, dans certains terrains, on va intégrer des cours. Par exemple, dans le terrain dans lequel j'étais, notre maître de stage,
elle était spécialisée dans tout ce qui est extra-pyramidal. Donc à chaque Écosse, elle devait intégrer la maladie de Parkinson dans un coin de l'Écosse. Chose qui n'est pas le cas pour d'autres terrains, notamment en neurologie. On va beaucoup plus demander de l'image et on va s'attarder plus sur des détails de neurochir, quoi. Mais sachez que ce n'est pas une règle. Parfois, en terrain clinique, on va s'attarder sur des choses de la chirurgie et inversement. Donc, ce que je vous conseille, moi, pour les Écosses, c'est de préparer pour chaque TD et chaque TD et chaque cours qui peut potentiellement faire être un sujet d'Écosse, une fiche que vous faites par vous-même, parce que finalement, il n'y a pas quelque chose qui va remplacer ça. Une fiche que vous allez réaliser en fonction des données de votre TD et éventuellement des cours que vous allez compléter à partir des cours. Ça va vous faire une fiche complète. C'est une fiche qui va donc contenir des éléments sur les 4 stations par lesquelles vous pouvez éventuellement passer. Donc il me semble que j'ai fait un petit peu le tour de la question. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent courage. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire ça dans les autres modules. Je vais essayer. Je vous promets rien du tout, mais je vais quand même essayer de le faire. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Je vais essayer d'y répondre. Sinon, généralement, je suis beaucoup plus active sur les réseaux et particulièrement sur Instagram. Donc, vous pouvez toujours me contacter sur Instagram, que ce soit sur ma page qui porte le même nom que mon Facebook, ou sur la page de la synapse clinique, parce qu'on a une page où on publie également du contenu éducatif. On va poster des questions-réponses sur différents cours, cliniques ou chir. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour en profiter au maximum. Et je vous souhaite un excellent courage.